Laurana Mathieu, chargée de plaidoyer pour Secret Toxique. Et David Demortin, je suis chercheur en sociologie, chercheur de l'INRAE, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Je propose qu'on commence par Lorraine, qui va pouvoir nous réexpliquer, nous présenter l'association et nous réexpliquer tous les enjeux autour du documentaire. Et ensuite, on parlera de sujets qui ont émané durant le documentaire. Mais voilà, pour recontextualiser, c'est plus simple de remettre Secret Toxique au cœur du sujet. Oui, donc le film il date de 2022. Depuis, il s'est quand même passé pas mal de choses. Donc, il y avait 30 associations dans la coalition à l'époque du film. Maintenant, il y en a 80. Donc c'est des associations environnementales, des associations de santé. Par exemple, il y a Médecins du Monde qui nous a rejoints récemment. Donc il y a aussi des syndicats agricoles comme la Confédération Paysanne. On a aussi des collectifs de soutien aux victimes des pesticides. Donc c'est vraiment varié au niveau des différents enjeux qui sont représentés au sein de notre coalition. On est aussi 3 salariés et on a un CA dont vous avez vu quelques membres dans le film. Et en fait, notre campagne, elle repose sur 2 jambes principales. Il y a toute la partie plaidoyer politique et aussi toutes les actions en justice. Donc au niveau politique, on a des réunions avec les élus tous les 15 jours, donc des députés français et européens. Et on travaille à notre stratégie pour la mettre en place. Et c'est une stratégie en fait qui n'a qu'un seul but, c'est de demander l'application de la réglementation européenne en dénonçant la faille de la non-évaluation des produits à long terme. Ensuite, au niveau juridique, donc vous avez vu dans le film la plainte au pénal, donc avec les produits de biocontrôle qui contiennent donc, de l'arsenic, des HAP et compagnie. Donc ça, la plainte, elle a été classée sans suite récemment, il y a 1 mois. Donc là, on est en train d'étudier le dossier pour voir si on se porte partie civile ou pas. Et en fait, il y a une contre-étude de celle de Seralini qui a été faite par la DGCCRF et qui en fait, a été faite avec des seuils qui sont beaucoup trop hauts comparé à ce qui a été fait dans l'étude Seralini. Et donc, à ce niveau-là, on va essayer de travailler à relancer cette plainte. Ensuite, on a eu la saisine du Conseil d'État qui visait justement à ajouter dans la liste des études requises dans les dossiers d'AMM des pesticides en France, les études de toxicité à long terme sur les produits. Et donc le Conseil d'État nous a déboutés sur ce recours, mais il a quand même reconnu que notre requête était légitime. Toutefois, comme le règlement est au niveau européen, en fait, au niveau français, on n'a pas le pouvoir de modifier ce qui est requis dans les dossiers d'AMM. Ensuite, on a 2 plaintes, 2 recours qui ont été faits devant la Cour de justice de l'Union européenne. Donc un recours qui a été porté par Dominique Massé, coprésident de Secret Toxique, en son nom propre. C'était un pari assez risqué, mais étant donné qu'il avait du glyphosate dans ses urines, on s'était dit que peut-être il allait être recevable, parce qu'il faut savoir que c'est très difficile d'être recevable en tant que citoyen européen devant la Cour de justice de l'UE. Et donc on a fait ce pari, le recours n'a pas été jugé recevable, mais on a un 2e recours qui est en cours donc, contre la réapprobation du glyphosate. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, on ne vise pas le glyphosate en tant que tel, on essaye de viser les failles de la procédure d'homologation en général. Donc le glyphosate, au final, c'est un prétexte, c'est de viser l'homologation d'une substance active au niveau européen pour essayer de démonter la procédure en tant que telle, notamment au niveau de la formulation représentative, donc qui est un exemple de produit qui contient la substance qui est censée être réapprouvée, pour ensuite prouver que le règlement n'est pas appliqué correctement. Et donc, pour ce faire, il faut passer par un procédé un petit peu détourné. Donc, il faut d'abord contester, si vous voulez, le règlement de réapprobation du glyphosate en lui-même, faire une requête auprès de la commission directement. Ensuite, la commission refuse de répondre à notre requête et ensuite, on peut lancer la plainte à la CJUE. Donc c'est ce qu'on a fait, c'est en cours. Évidemment, il y a Bayer qui intervient en soutien à la Commission européenne, comme d'habitude. Et donc on va voir ce que ça donne dans les prochains mois. Parce qu'il faut savoir que le temps de la justice est quand même très long. Et donc à chaque fois, on attend. Et on n'a pas toujours forcément les résultats espérés.
Mais là où on a quand même cranté, c'est que notre argumentaire, il est repris par d'autres associations qui, eux, peuvent obtenir des victoires, comme je pense par exemple aux arrêts Pan-Europe d'avril 2024, qui justement confirment la jurisprudence de l'arrêt Blaise. Et donc, au niveau de l'exigence qu'il y a de prendre en compte les études scientifiques les plus récentes, notamment de la recherche qu'on dit académique, comparée à la science réglementaire, mais ça David en parlera mieux que moi je pense. Et donc c'est à ce niveau-là qu'on essaye d'agir. Et il y a eu notamment aussi la victoire de l'UNAF avec Génération Future et Agir pour l'environnement devant la cour d'appel de Marseille, donc là récemment il y a un mois, qui justement dit qu'il faut prendre en compte l'effet cocktail des produits. Donc ça aussi c'est intéressant puisque ça a été un peu la réutilisation de l'arc argumentaire de secret toxique qui a été donc validé à cette occasion. Mais la procédure n'est pas terminée, donc à voir ce que ça donne ensuite. Et sinon, la deuxième jambe de notre campagne, c'est tout le volet mobilisation, sensibilisation, comme là avec le film Contivus par exemple. Donc en 2 ans, on a dû faire 300 projections du film. Et là, on se concentre sur notre projet d'université populaire, où on va étendre nos moyens de communication. Donc on a pour projet de faire un jeu de société, qu'on est en train de commencer à élaborer. On fait aussi des webinaires à destination des associations de la coalition pour qu'elles montent en compétences sur le sujet. Donc on a notamment déjà fait un webinaire sur les procès Bayon. Ensuite, on essaie de se diversifier et de développer aussi des supports qui soient à destination des personnes en formation agricole, donc qui soient lycéens ou les formations pour adultes en lycée agricole, pour les sensibiliser à ces enjeux justement d'évaluation des produits, puisque justement les agriculteurs pensent qu'ils sont en sécurité en utilisant des produits qui sont homologués. On se dit comme c'est autorisé, c'est pas dangereux, alors qu'en fait c'est pas du tout le cas, d'où l'importance de se protéger. Et voilà, c'est tout pour moi sur ce sujet. Merci, c'est déjà très clair. On voit qu'en effet tout l'aspect juridique est assez compliqué, mais heureusement il y a comme ce documentaire c'est vulgarisé, donc c'est assez l'information est importante et on voit que quand tu l'expliques c'est très technique, mais là on arrive à suivre. Peut-être pour croiser les démarches, peut-être présenter Polynis et voir des actions parallèles qui sont dans le même combat contre les pesticides. Oui, merci. Oui, Polynis est né en 2012, au moment de la mobilisation citoyenne pour faire interdire les néonicotinoïdes, les substances actives qui ont été surnommées tueurs d'abeilles. Donc depuis 2012, nous continuons le combat pour lutter contre l'extinction des pollinisateurs sauvages, puisque cette extinction s'accélère et avec des chiffres alarmants qui se multiplient de jour en jour. Voilà, certaines... il marche ou pas? Ouais, pardon. En 30 ans, on a assisté à une baisse de 80% des populations d'insectes ailés dans les aires protégées d'Allemagne. En 30 ans aussi, 60% des oiseaux des champs qui disparaissent en Europe. Et plus récemment, en 2024, une étude a aussi démontré que dans les parcelles de cassis en Bourgogne-Franche-Comté, 99% des pollinisateurs ont disparu et ces parcelles témoignent d'une baisse des rendements qui aujourd'hui soit arrive à des niveaux égaux, voire inférieurs au seuil de rentabilité. On a beaucoup parlé de souveraineté alimentaire ces derniers temps, mais nos politiques semblent oublier que la souveraineté alimentaire dépend des pollinisateurs. Et une des causes principales de l'extinction sont avant tout les pesticides chimiques. Donc Polynis se mobilise pour changer de modèle agricole, faire interdire les pesticides dangereux et aussi alerter contre les fausses solutions que sont aujourd'hui les nouveaux OGM, par exemple. L'Union européenne s'apprête à les faire autoriser aussi sans évaluation des risques au préalable. Polynis, donc, sa force, c'est son indépendance aussi. On est à 100% financé par les dons de citoyens qui croient au bien fondé de notre combat. Et c'est aussi
cette indépendance et de nos sympathisants aussi, on a notre légitimité pour agir. On mobilise régulièrement nos sympathisants pour signer des pétitions ou interpeller les élus dans nos actions de plaidoyer auprès des représentants. On a aussi une équipe de scientifiques, des toxicologues et de biologistes au sein de l'équipe de Polynice qui nous permettent aussi d'appuyer nos demandes à partir d'arguments de la recherche, issus de la recherche indépendante. Et nous avons aussi une équipe de juristes et nous essayons donc d'engager des recours contre la Commission européenne ou contre l'État lorsqu'on estime justement qu'ils ne respectent pas la loi et les objectifs fixés de protection. Notamment, nous avons un recours contre la Commission européenne qui refusait de communiquer les documents issu d'un comité assez opaque qui s'appelle le SCOPAF. Ce comité est formé de représentants des États membres et c'est ce comité qui, depuis des années, en fait, refusait ou ajournait à chaque fois la prise de décision pour autoriser et mettre à jour les tests de toxicité des abeilles. En fait, des protocoles de tests ont été mis à jour par l'autorité sanitaire européenne en 2013, des tests beaucoup plus complets que ceux qui sont encore aujourd'hui réalisés. Et en réalité, le SCOPAF bloqué, donc le SCOPAF, ce comité formé de représentants des États membres, c'est un comité dont on a juste accès à l'ordre du jour aujourd'hui, à l'agenda, sans aucun compte-rendu ensuite. Donc on a fait ce recours au niveau européen pour enfin obtenir les documents, les comptes-rendus de ces réunions pour enfin comprendre pourquoi ça bloque depuis plus de 10 ans. Tout récemment, donc, on a obtenu gain de cause et dorénavant, la Commission ne pourra plus, sans raison valable, s'opposer à publication de ces comptes rendus lorsqu'ils sont demandés. On fait des recours aussi contre les prolongations abusives de fongicides ou d'insecticides, puisque les prolongations d'autorisation, normalement, doivent être validées une fois que de nouveaux tests sont réalisés. Mais en réalité, très souvent, la Commission aussi autorise ces prolongations alors que la réévaluation des risques n'a pas été finalisée. Donc on a un recours toujours en cours contre la prolongation abusive d'un fongicide qui est le boscalide de la famille des SDHI. Je sais pas si je parle trop en jargon. Et au niveau national également, une coalition avec d'autres associations pour Justice pour le Vivant. Notamment notre affaire à tous, biodiversité sous nos pieds, etc. Nous sommes une coalition aussi qui demandons aussi à l'État français de mettre à jour ses tests. Les tests sur les espèces non ciblées, enfin les abeilles, mais toutes les espèces animales non ciblées par les pesticides aussi. Donc en 2023, le tribunal administratif de Paris a reconnu qu'il y avait une responsabilité de l'État face à l'effondrement de la biodiversité causée par les pesticides, mais pour autant n'a pas obligé l'État à mettre à jour ses tests. Et donc maintenant nous attendons la décision en appel ce printemps pour voir si enfin, en espérant cet appel pour que l'État soit enfin contraint à mettre à jour ses tests de toxicité. Oui, je conclue. Enfin, je viendrai peut-être plus dans les détails de tout ce qu'on dénonce sur toutes les carences de ces tests sur les pollinisateurs en particulier. Ouais. Du coup, très bien. David, je vais vous laisser vous présenter plus en détail, parler de vos thématiques de recherche et de rebondir potentiellement sur déjà ce qui a été dit, mais voilà, d'apporter aussi le regard un peu scientifique qu'on a bien vu dans le documentaire. Et voilà, je vous laisse présenter. Mais merci. Oui, donc je fais de la recherche en sociologie et en sciences politiques et en fait depuis un certain nombre d'années j'étudie tout ce que le documentaire expose d'ailleurs de manière très pédagogique et ce sur quoi vos associations, vos campagnes jettent une lumière sur des processus en fait, qui se sont
construit pendant très très longtemps, des réglementations qui se sont construites très 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 lentement et pendant très longtemps en dehors du regard des citoyens, même des politiques, des parlementaires, des associations, etc. Donc c'est... voilà, je fais des recherches, j'appartiens à un laboratoire qui s'appelle... je le donne, vous le retiendrez peut-être pas, mais voilà, peu importe, le laboratoire Science, Innovation, Société, qui s'intéresse à la manière dont les techniques ou les technologies voilà, s'installent dans la société, comment on les utilise, quels problèmes les technologies posent, et si problème il y a, comment est-ce qu'on règle ces problèmes. Et donc les pesticides font partie des technologies, si vous voulez, technologies qu'on utilise en agriculture, et donc depuis un certain nombre d'années, voilà, moi et des collègues, on regarde comment ces techniques sont réglementées, et notamment comment leurs risques sont évalués et vérifiés. Alors ce que le documentaire met très bien en évidence, c'est que progressivement, je dirais peut-être depuis 10-15 ans, et encore une fois grâce à voilà, l'action que vous menez, on commence à mieux connaître des procédures qui, pendant très longtemps, étaient en fait construites par des acteurs auxquels personne prêtait beaucoup attention, au fait, des administrations. Il a beaucoup été question de la Commission européenne, de l'Autorité européenne de sécurité alimentaire, l'EFSA. Donc des fonctionnaires qui sont en charge de l'évaluation des produits, en face et en dialogue avec eux, parce que les entreprises qu'il s'agit de réglementer, et puis des scientifiques qui participent en tant qu'experts à cette réglementation des produits. Et jusque finalement les années, je dirais les années 2010, au fait, ces acteurs-là élaboraient un système pour évaluer de leur point de vue le plus correctement possible les pesticides, élaborer des méthodes pour les évaluer sans que vraiment il y ait de regard extérieur, critique finalement sur ce qu'ils faisaient. Donc voilà, pour rentrer, il faut rentrer un peu dans les termes techniques, mais si vous voulez, aujourd'hui une agence comme l'Agence nationale de sécurité sanitaire ou l'Autorité européenne de sécurité des aliments, quand il reçoit des données venant d'un industriel qui veut mettre sur le marché un pesticide, ces agences appliquent certains protocoles d'évaluation. Alors ces protocoles d'évaluation, ils sont comment dire, pas négociés, mais presque avec l'entreprise. Il y a un accord globalement sur le fait que ces protocoles sont les bons protocoles pour savoir si les produits sont dangereux ou pas. Donc les protocoles, c'est simple, c'est pendant un certain nombre de jours, on donne la substance pure et non pas le produit complet, comme c'est bien expliqué. On donne la substance pure à des animaux, des rats, des souris, parfois d'autres mammifères. On fait des statistiques en regardant combien d'animaux ont subi des différentes formes de toxicité, à quelle dose, et puis ensuite on fait des calculs statistiques, et puis on détermine, en gros le but du jeu c'est de déterminer le seuil, la dose à partir de laquelle on va considérer que une substance produit beaucoup d'effets sur beaucoup d'animaux, et par convention, en fait, on va considérer que à cette dose, en dessous de cette dose-là, si le produit est utilisé en dessous de cette dose-là, il est OK, il est sûr de l'utiliser, et donc on peut le mettre sur le marché. Donc voilà, défini de manière la plus simple possible, au fait, la convention qui a été élaborée très lentement au fil des années, avec la contribution des industriels réglementés, des administrations et des scientifiques, pour dire voilà une bonne manière d'évaluer les choses. Et la machine finalement a réglementé les pesticides comme d'autres produits chimiques et d'autres types de technologies, a tourné pendant longtemps comme ça, sans grain de sable et sans que personne n'y trouve à redire. Et aujourd'hui, ce que vous observez, encore une fois l'action
que vous menez et ce que vous avez pu voir à travers le documentaire, c'est le début d'un processus par lequel on commence à se poser des questions sur ce système d'évaluation, sur ces sortes d'ententes qui se sont mises en place sur comment est-ce qu'il faut évaluer les pesticides et à quel point est-ce qu'on peut considérer qu'ils sont dangereux. Et donc, il faut bien regarder, il faut voir que des plaintes ont été déposées auprès de la Cour de justice européenne pour regarder d'un peu plus près ces choses-là. On a trouvé des choses à redire. Des chercheurs, des scientifiques dans une plus grande diversité ont commencé aussi à regarder eux-mêmes les pesticides, à faire des tests de leur côté. Bon, là, on a vu l'exemple de Gilles-Éric Serralini. Il y en a un certain nombre d'autres en France et d'autres pays qui ont aussi commencé à faire leurs propres études en se disant mais peut-être que les études sur lesquelles on se fonde pour autoriser les produits sont pas suffisantes, laissent dans l'ombre un certain nombre de choses. Voilà, donc ça a été un autre regard sur le système européen d'homologation. Et puis, chemin faisant, ça continue. Et encore une fois, Secret Toxique est toute une campagne qui continue de pousser pour mettre la lumière sur la manière dont on évalue les pesticides, mettre les doigts sur les limites de ces méthodes d'évaluation. Et chemin faisant, c'est très intéressant de voir que ça produit ses effets. Donc le documentaire à un moment dit nous on veut changer tout le système et pas modifier le système par petits bouts, mais pourtant c'est bien ça qui se passe. Au fait, le système bouge sur différents points, petit à petit, sur ce qui peut apparaître des détails, mais ça fait bouger l'ensemble. Donc je donnerai juste un exemple complémentaire à celui du documentaire. L'évaluation des pesticides est principalement basée réglementairement. Donc c'est les industriels qui doivent réaliser les études pour montrer que le produit est à la fois efficace, c'est ce qu'ils doivent montrer, et qu'il n'est pas toxique. Alors, ça peut paraître surprenant aujourd'hui, mais finalement, à l'époque, quand la réglementation a été établie, c'était une manière de réglementer les industriels de manière assez stricte, en leur disant mais le produit va être mis sur le marché, ça va être finalement à votre bénéfice, c'est vous qui allez le commercialiser, c'est vous qui allez en tirer profit, donc à vous de faire la preuve que le produit est sûr. Bon, aujourd'hui, on se rend compte que finalement, en leur donnant le contrôle sur la réalisation de ces études, finalement, on leur laissait trop la mainmise sur les études qui sont réalisées et celles qui ne le sont pas. Bon, donc le regard change un petit peu. Bref, ce sont toujours les industriels qui produisent des études. On s'est rendu compte que les autorités qui évaluent les pesticides avaient tendance, parce qu'elles ont toutes sortes de contraintes aussi, qu'il faut admettre, à regarder seulement ces études et à ne pas comparer ces études avec d'autres recherches publiées plus généralement dans la littérature scientifique. Et finalement, je pense que ça, c'est un message que beaucoup d'associations et de critiques du système martèlent en disant il faut que l'ANSES, il faut que l'EFSA prennent toute la littérature disponible, toute la science disponible dans sa diversité pour prendre ses décisions. Et donc, ça produit ses effets. On a vu il y a quelques années donc, la réglementation européenne intégrer une obligation pour les entreprises comme les administrations de faire une revue de littérature complète sur les 10 dernières années et de lister obligatoirement, de prendre en compte obligatoirement dans leur dossier toutes les études qui portent sur leurs produits. Alors après, le diable est dans le détail, c'est-à-dire que, encore une fois, le documentaire le montre bien, la réglementation, elle est super, finalement, mais après, c'est tout ce qui se passe quand un fonctionnaire, sur sa table, avec le dossier sous les yeux, qu'est-ce qu'il regarde, qu'est-ce qu'il ne regarde pas, jusqu'à où il creuse, est-ce qu'il ne creuse pas. Bon. Et donc, finalement, un fonctionnaire qui évalue un pesticide, qui évalue un dossier d'autorisation de pesticide, il a peut-être dans son dossier toute une liste d'études publiées par des chercheurs académiques qui peuvent être pertinentes. Voilà, mais il doit quand même évaluer cette pertinence. Est-ce que je la prends en compte? Est-ce que je ne la prends pas en compte? Est-ce qu'elle dit quelque chose sur le produit de pertinent pour ma décision ou pas? Et donc, le diable est dans le détail. On voit que souvent, finalement, les études sont considérées, mais
mais marginalement, si vous voulez. Elles sont bien listées dans le dossier, elles sont bien discutées, mais au final, dans la décision qu'on prend, elles ont un poids très minime. Donc c'est là qu'il faut continuer toujours à agir dans un niveau de détail un peu diabolique, mais mettre le doigt sur ces petites zones d'ombre, là, ce travail un peu discrétionnaire des fonctionnaires, des gens qui évaluent les pesticides. Encore une fois, c'est ce que je pense que ce que vous faites pour à chaque fois mettre en lumière ces failles et puis avancer étape par étape. Donc, et si vous avez des questions dans le dialogue pour éclairer justement ces aspects du processus d'évaluation, je serais ravi de continuer à répondre aux questions. Peut-être avant de faire un petit tour de salle, je pense que Camilla, tu peux rebondir sur le sujet de l'indépendance des agences et sur l'ANSES justement, s'il y a potentiellement des menaces dessus, ce qui a été évoqué, et Merci. Oui, en effet, beaucoup de choses ont été dites et l'évaluation des risques est problématique sous beaucoup d'aspects, pour ne pas dire presque tous. Notamment cette question de l'indépendance de l'évaluation, puisque l'évaluation elle est tamponnée par l'ANSES, mais comme vous le disiez, les experts de l'ANSES donnent leur évaluation, leur avis en fonction de tests réalisés par les entreprises. Donc c'est très problématique. Enfin, le conflit d'intérêt est évident. Mais aujourd'hui, cette situation qui est déjà problématique risque malheureusement encore d'empirer, puisque en janvier a été déjà votée une proposition de loi au Sénat. C'est une proposition de loi qui va être votée à l'Assemblée nationale en plénière ce printemps, normalement au mois de mai, mais voilà. Et cette proposition de loi, elle est problématique, entièrement problématique. Tous ces articles sont problématiques, mais je vais me focaliser justement sur cet article 2 qui nous parle de l'ANSES. La loi propose de créer un comité d'orientation avec des représentants totalement externes de l'agence, notamment avec des représentants de l'industrie agrochimique, des représentants des syndicats agricoles, des ministères, et ce comité d'orientation déciderait en fonction, puisque, je ne sais pas si, pardon, je reviens un peu en arrière, parce qu'une particularité en France, c'est que l'ANSES à la fois évalue les pesticides, mais aussi décide ou pas de les autoriser. C'est le directeur général de l'ANSES qui décide de les autoriser ensuite, après que l'agence ait réalisé l'évaluation. Donc en fait, cet agenda de décision en matière d'autorisation des pesticides par le DG de l'ANSES serait déterminé, priorisé par ce comité d'orientation. Donc on a un conflit d'intérêts direct où les représentants d'intérêts de l'agrochimie décideraient en fonction de leurs intérêts économiques quel l'agenda de travail du DG en matière d'autorisation des pesticides, sur lesquels travailler et autoriser ou pas en premier. Donc on est en train de remettre totalement en cause, cette loi n'est pas encore votée, mais on est en train de remettre en cause directement de ce qui fait le fondement aujourd'hui de notre sécurité sanitaire et environnementale, c'est-à-dire séparer les sphères d'influence, et que la sécurité sanitaire ne dépende pas seulement aussi directement d'intérêts économiques. Donc c'est un sujet d'actualité. En fait, c'est un risque de revenir 10 ans en arrière dans nos politiques environnementales, alors que l'état de notre biodiversité est bien empiré par rapport à il y a 10 ans. Les effets du changement climatique aussi vont aggraver les choses. On sont déjà en train d'aggraver encore plus l'état de la biodiversité. Donc on est un risque d'aller dans la direction diamétralement opposée de celle qu'on réclame. Voilà.